s'il y en a en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de c'est en fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Remporter le Brennus, ça leur rapporte combien? C'est une question qu'on se pose ce soir avec Philippe Spanghero. Philippe, remporter le championnat de France de première division permet une dotation de la Ligue nationale de rugby. De quel montant, si elle existe? Alors, c'est très difficile à dire et je pense qu'à ce stade, aucun des finalistes ne le sait exactement. Parce que le principe de la Ligue nationale de rugby... C'est incroyable déjà. Ça, c'est déjà une première information. Ouais, alors on peut le critiquer, mais c'est, je crois aussi dans la philosophie, ce qui fait la force de notre modèle, c'est que dans la répartition des droits, enfin des bénéfices de la Ligue nationale de rugby, il y a un principe à quasiment 50-50 entre ce qu'on appelle la méritocratie et ce qu'on appelle la mutualisation. C'est-à-dire que la mutualisation, ça revient à parts égales à tous les clubs sur des barèmes précis, top 14, Pro D2, et ensuite il reste 50% de méritocratie qui sont répartis en fonction de tout un tas de critères. Et en fait, la réussite sportive et la performance sportive en phase finale représentent qu'un petit bout de ces critères. Il y a une part importante liée à l'utilisation des GIFs, à la qualité de ces centres de formation, à tout un tas de critères qui sont à la discrétion de la Ligue. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on trouve très peu d'éléments sur le sujet dans les règlements généraux de la Ligue nationale de rugby. Mais grosso modo, vous pouvez partir du principe que les équipes qui vont au bout, elles sont quand même dans des critères de méritocratie généraux assez élevés. Et tout compris, le champion reçoit une prime de méritocratie aux alentours du 1 million d'euros. Mais donc il n'y a pas une dotation immédiate? Non. La seule dotation immédiate qui existe en phase finale pour les clubs, et qui est rédigée et qui est très claire, elle concerne les barragistes. À partir des demi-finales, il n'y a plus rien. Pour les barragistes, pour ceux qui passent par la case barrage, si toutefois ils vont au bout, ils reçoivent 80 000 euros fixes pour l'équipe qui reçoit les barrages, plus 8% de toute la billetterie et plus bien sûr ses hospitalités en direct. Mais à partir des demi-finales, il n'y a plus de prime directe aux participants. Alors, quelle part est allouée au club sur la billetterie, sur les hospitalités, le merchandising de l'événement, de la finale, de la finale en tant qu'événement? Rien. Là aussi, ça peut paraître surprenant, mais à partir des demi-finales, moi je suis très surpris. Il n'y a plus de clubs qui reçoivent. C'est un événement sous l'égide de la Ligue nationale de rugby. C'est la Ligue nationale de rugby qui gère la billetterie. C'est la Ligue nationale de rugby qui gère les hospitalités et tous les droits associés. Et donc ensuite, tout ça va dans les bénéfices de la Ligue nationale de rugby. Et ça revient, je vous l'ai dit, à plus de 50% à la mutualisation de tous les clubs. Donc encore une fois, on peut débattre de cette philosophie-là. Jusqu'à présent, ça a posé des bases assez solides quand même sur l'économie de notre rugby et une forme d'équité. Mais en tous les cas, c'est que sur des revenus indirects que les deux équipes qui s'affronteront en finale demain iront chercher des revenus. Mais tu vois, c'est très important parce que je suis pas certain que tout le monde savait ça. Et moi-même, en préparant cette chronique avec toi, Philippe, j'ai été surpris de déjà du peu d'informations que j'ai eu sur les statuts de la Ligue nationale de rugby. Et puis, effectivement, qu'il n'y ait pas de dotation, qu'il n'y ait pas de part allouée au club sur l'événement de la finale. Ça m'a énormément surpris. Mais pour faire un parallèle et sans revenir en arrière, mais même pour quand vous avez un club français, en l'occurrence l'UBB cette année ou Toulouse l'année dernière, qui gagne la Champions Cup, comme les revenus de l'EPCR passent par la Ligue nationale de rugby, ensuite la prime allouée aux champions français de cette compétition est au bon vouloir de la Ligue nationale de rugby. C'est pas en direct. Ah bon. Donc c'est la Ligue nationale de rugby qui décide de la prime reversée à l'équipe française qui gagne et le challenge la Challenge Cup et la Champions Cup. On se rend compte quand même de la puissance de la Ligue nationale de rugby. Ça, c'est quand même incroyable. En revenu indirect, Philippe Spanghero, en quoi l'économie d'un vainqueur du Brennus est impactée à court terme? Je précise bien à court terme.
Alors à très court terme, c'est assez simple. Les revenus principaux, vous les avez sur la partie des droits marketing parce que beaucoup de clubs, la plupart des clubs fonctionnent sur ces partenaires majeurs avec une forme de bonus à la performance, avec une part variable du contrat sur la performance aux phases finales, ce qui est assez logique parce que en fait vous avez la saison régulière et puis ensuite quand vous avez vos gros sponsors maillots qui apparaissent en prime time pour des demi-finales et des finales, mais forcément ça augmente la visibilité et ça c'est des parts variables. Donc grosso modo vous pouvez estimer qu'un club comme Toulouse ou Bordeaux en additionnel sur une finale et s'ils sont champions a fortiori, mais grosso modo c'est entre 200 et 250 000 euros cumulés de bonus avec ses partenaires. Et puis ensuite, vous avez des revenus bien sûr liés à tout ce qui concerne les relations publiques, puisque les clubs organisent des événements pour leurs partenaires, pour les demi-finales et la finale. Et là, ça peut chiffrer pour des équipes comme l'UBB ou Toulouse, qui ont une base de partenaires très importante. Ça peut aller très très vite. Vous pouvez aller à 300, 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires sur le parcours demi-finale, finale, en revenu additionnel sur vos droits de relations publiques. Et puis ensuite, bien sûr, la partie significative aussi, vous la retrouvez sur la partie merchandising, parce qu'en termes de produits dérivés, vous avez une explosion des ventes pendant cette période-là, avec des produits dérivés. Pour celui qui sera champion, il y aura forcément des produits dérivés avec des t-shirts, des maillots spéciaux, etc. Et donc, dans les semaines qui suivent le titre pour le vainqueur, il y a des revenus qui sont quand même assez significatifs en marketing. Donc voilà, tout ça cumulé fait qu'on peut partir, on raisonne en chiffre d'affaires, encore une fois, parce que c'est très dur de raisonner en bénéfice, mais en chiffre d'affaires cumulé, hors droit méritocratie de la Ligue, on peut dire que c'est entre 1 million et 1,5 million d'euros pour le club champion. Ah, c'est quand même intéressant. Et donc, à plus moyen terme, quelles sont les retombées en termes de vente de produits dérivés, d'hospitalité, de billetterie et par exemple le montant des sponsors maillots? Est-ce que tout ça, c'est immédiatement, ça bascule dans une nouvelle ère parce qu'il y a un Brennus et notamment un premier Brennus? Alors non, c'est pas très significatif et encore une fois, principalement pour des clubs qui sont déjà très performants en termes de billetterie et d'hospitalité. Et c'est le cas pour Toulouse depuis très longtemps et c'est le cas pour Bordeaux aussi depuis quelques années maintenant. Bien sûr qu'il y a une attractivité particulière, que les prix peuvent être légèrement revus à la hausse, mais on parle de deux clubs qui sont quasiment au taquet de ce qu'ils peuvent faire dans leur outil, dans leurs enceintes. Donc, d'un point de vue des revenus additionnels en relations publiques, en partenariat, etc., c'est peu significatif, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a des négociations, bien sûr, avec les partenaires qui viennent acheter de la visibilité, parce que vous savez que quand vous avez été champion la saison qui suit, vous allez être plus diffusé, aux meilleurs horaires, que la presse globale va plus vous suivre et vous couvrir, et que donc votre image d'annonceur va être plus mise en avant. Donc il y a des renégociations régulières qui ont lieu dans ce genre de cas, mais c'est en général aussi pas très simple parce que les contrats majeurs, ils ont des durées de 2, 3, 4 ans pour certains, et donc avec des montants qui sont déjà fixés à l'avance. Donc il y a peu de marge de négo, si ce n'est, comme je le disais tout à l'heure, avec ces parts variables à la méritocratie et à la prime au résultat saison par saison. Est-ce qu'à contrario, perdre le Brennus, est-ce que ça peut impacter négativement un club? Non. Je parle de Toulouse en l'occurrence là. Non, pas du tout, parce que vous avez des campagnes de travaux commerciaux, de renouvellement de partenariats, etc., qui sont réalisées bien en amont. Donc Toulouse a déjà très bien avancé sur son partenariat. J'imagine que Bordeaux aussi. Encore une fois, on parle de deux clubs qui sont peut-être pas des bons exemples, mais qui ont déjà une telle dynamique générale autour de leur club. Ils sont pas là pour rien quand même non plus. C'est là que tu te rends compte que tout a été construit pour qu'ils soient là aujourd'hui en finale. Il n'y a pas de surprise. Bien sûr, et puis surtout ce qui est intéressant et ce qui montre que notre sport et notre modèle français a quand même des raisons d'exister et qu'on peut être un peu optimiste sur ce qui peut se passer dans la durée pour le rugby français, c'est que vous avez en finale deux de nos plus beaux étendards en termes d'économie réelle.
Voilà. Vous avez à la tête de l'UBB un propriétaire qui est Laurent Marty, qui est un entrepreneur chevronné, à succès, etc., mais qui a jamais fait n'importe quoi et qui a pas mis sa fortune personnelle en jeu avec l'UBB, qui a fait les choses raisonnables. Et puis de l'autre côté, vous avez Didier Lacroix qui a structuré un réseau de partenaires et d'actionnaires fidèles. Plusieurs qui accompagnent centaines l'évolution d'entreprises de la région. Enfin, c'est extraordinaire, hein. Le maillage de partenaires du Stade Toulousain, c'est très impressionnant. Dernière question, Philippe. On va parler d'une vieille légende, du un peu Stade Toulousain. Ce qui souvent, on entend souvent le Stade Toulousain. Comment vous faites pour payer vos joueurs? Et on le dit régulièrement sur notre antenne que être un joueur du Stade Toulousain, c'est souvent être un peu moins payé qu'ailleurs. Pourquoi? Et tiens, c'est la question que je vais te poser, Philippe Spanghero. Est-ce que gagner un titre peut-il permettre de payer moins cher un joueur ambitieux qui voudrait venir triompher dans ton club? Est-ce que ça existe vraiment cette théorie-là de l'économie des salaires? Alors, elle existe au Stade Toulousain, ça je vous le garantis, et elle existe depuis très longtemps. Parce que gagner une fois, ça amène pas ce potentiel de discussion et cette force d'attractivité pour les joueurs. Mais gagner très souvent, oui. Et quand vous êtes le Stade Toulousain et que vous êtes en balance avec un ou deux autres clubs ambitieux, mais qui gagnent un peu moins que le Stade Toulousain, vous pouvez payer un peu moins parce que le joueur va se dire que d'abord, il y a un équilibre à trouver entre la rémunération, la qualité de vie dans une ville comme Toulouse, le fait de jouer certainement des phases finales et de jouer des titres très régulièrement. Mais au-delà de ça, dans le passé, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, beaucoup de joueurs qui venaient au Stade Toulousain se disaient que jouer au Stade Toulousain, c'était une chance supplémentaire qu'ailleurs d'être international. Voilà. Et être international, ça vous amène des revenus additionnels. Entre les primes, et donc in fine, le peu ou le moins peu que vous perdez sur la négo de base avec le Stade Toulousain, avec l'ambition d'être international, eh bien vous la retrouvez sur l'économie que génère le fait d'être sélectionné en équipe de France, avec les primes de match, avec les primes associées à vos équipementiers en fonction des apparitions en équipe de France. Donc c'est un calcul que beaucoup de joueurs ont fait par le passé. Je connais beaucoup de joueurs qui sont restés au Stade Toulousain pour des montants bien inférieurs à des propositions qu'ils avaient ailleurs. Et c'est ce qui explique aussi en partie ce qui fait que le Stade Toulousain arrive à avoir cet effectif dans la durée en maîtrisant quelque part son économie en termes de masse salariale. Donc au global, si on doit résumer, Philippe Spanghero, remporter le Brennus, il n'y a pas de dotation. Tu récupères pas d'argent sur la billetterie directe de l'événement de la finale. Par contre, ça peut enclencher une dynamique très positive, une nouvelle petite dynamique d'expansion économique. Et je dis bien enclencher parce qu'ensuite il faut confirmer et c'est sur plusieurs années que tu peux avoir une véritable progression économique, si je synthétise. C'est exactement ça. Alors juste pour finir, pour être tout à fait concret, si la performance sportive vient impacter un peu les critères de méritocratie, et donc forcément pour ceux qui ont fait les phases finales, les barragistes, les demi-finalistes, les finalistes et le champion, ça vient impacter cette règle de méritocratie. Mais encore une fois, dans le monde du rugby, elle est à 50% avec des revenus mutualisés à tous les clubs. Et je sais qu'il y a même un paquet de présidents de clubs qui militent pour la descendre de façon assez significative pour qu'il y ait quasiment plus rien de part de méritocratie. Alors là, encore une fois, c'est des débats philosophiques, mais il y a beaucoup de gens qui regardent vers ce qui s'est passé dans le football français, qui était un modèle calqué quasiment exclusivement sur la méritocratie et qui montre que c'est peut-être un modèle plus fragile que celui qu'on connaît dans le rugby français.